Salut Ferdinand. Hier, j'étais tranquillement affalé dans mon canapé à regarder un reportage sur les Pères Noël cyclistes quand tout à coup, j'entendis une énormité qui me fit bondir de mon coussin moelleux. Un calcul plus que douteux m'a presque fait gerber. Ni une, ni deux, ni trois non plus d'ailleurs, je décidai de rectifier un non-sens que bien trop de gens se croient le droit d'adopter. Alors ouvre bien tes écoutes myrtilles pour ne pas faire les mêmes erreurs. On va commencer par le commencement, si tu le permets, Barnabé. C'est quoi une moyenne? Déjà, c'est un nombre, car on va parler de moyenne de nombres. Pour être plus précis, la moyenne de n nombres, c'est un indicateur qui permet de voir ce qui se passe si on répète le phénomène que l'on observe n fois à la suite et dans les mêmes conditions. C'est assez vague pour le moment, mais je vais détailler ce que je veux dire ici pour chaque catégorie que nous allons voir. On va commencer par ce que tu sais faire de mieux. Et là, je ne parle pas de ce qui se passe dans ta chambre le soir. On va imaginer que tu as acheté une paire de chaussures par mois pendant 5 mois. Les différents prix sont indiqués dans le tableau qui s'affiche à l'écran. En tout, sur 5 mois, tu as dépensé 385 €. Calculer le prix mensuel moyen que tu as dépensé revient à trouver le nombre X, tel que si tu avais fait 5 achats de X €, le total aurait été le même. Donc pour trouver le prix mensuel moyen, il faut diviser par 5 la somme totale. On trouve donc ici que le prix mensuel moyen que tu as dépensé est 385 divisé par 5, c'est-à-dire 77 €. Tu vois maintenant pourquoi j'ai dit dans ma définition qu'il fallait répéter le même phénomène autant de fois qu'il y avait de nombres? Tu comprends mieux ce que je veux dire là? Là, ce genre de calcul, je pense que tu maîtrises bien car c'est comme ça qu'on t'a appris à faire à l'école. T'es même allé un petit peu plus loin. Si, Félicie, rappelle-toi. La moyenne arithmétique pondérée est une variante de la moyenne arithmétique. En fait, c'est une moyenne arithmétique déguisée pour Halloween tellement elle fait peur aux élèves de collège. Elle concerne des nombres qui sont répétés plusieurs fois. Voyons un exemple pour te mettre à l'aise, Blaise. Et là, je ne vais pas prendre l'exemple archi-con du calcul de température sur une, voire plusieurs années, qui à mon avis n'a aucun sens et ne veut absolument rien dire. Non, là, je vais prendre un exemple qui passe crème. On va regarder la masse de crème que tu te fous sur la gueule pour avoir l'air potable chaque matin, et on va réunir ces informations dans le tableau qui s'affiche à l'écran. On va regarder sur une année ce qui se passe. Pour avoir la masse moyenne de crème sur cette année-là, comme le dit si mal M. Pokora, en tout cas moins bien que Clo-Clo avant qu'il ne joue à l'électricien, il faut considérer 3 grammes 23 fois, puis 4 grammes 51 fois, puis 5 grammes 85 fois, etc. Et t'as bien compris, Émilie, que l'on fait l'opération suivante, 23 fois 3, plus 51 fois 4, plus 85 fois 5, plus 123 fois 6, plus 83 fois 7. Et on trouve finalement que tu t'es foutu 2017 grammes de crème sur la gueule pour avoir l'air à peu près agréable à regarder cette année-là. Et donc, pour avoir la masse moyenne journalière sur cette année-là, comme le disait, ouais, t'as compris, il faut diviser 2017 par 365, car c'était une année non bissextile. On trouve alors une masse moyenne journalière égale à 5,526 grammes. Voilà, c'est ça la moyenne pondérée. Bon, maintenant, revenons à mon problème de Père Noël cycliste. Là, rien à voir avec le film de tes amis Jackie et Michel que tu as vu seul dans ta chambre hier soir, qui s'intitulait Harmonique. Pour comprendre ce qu'est la moyenne harmonique, imaginons un gentil petit Père Noël à vélo qui roule à une vitesse de 10 km/h pour aller d'un point A à un point B et à 30 km/h sur le trajet retour. On peut imaginer que dans un sens ça monte et dans l'autre forcément ça descend et donc il va bien plus vite. On va considérer que les deux points A et B sont distants de 10 km. Le trajet de A à B est fait en 1 heure, vu qu'il roule à 10 km/h et qu'il y a 10 km à parcourir. Le trajet de B à A est fait en 20 minutes, vu qu'il roule à 30 km/h, il parcourt 10 km en un tiers d'heure, donc en 20 minutes. Pour avoir la vitesse moyenne sur l'aller-retour, je t'entends d'ici, tu dis qu'il n'y a rien de plus simple et qu'il faut ajouter les deux vitesses pour ensuite diviser par 2. Alors soit, faisons ton calcul. 10 plus 30 divisé par 2 égale 20. Donc d'après toi, Mimosa, la vitesse moyenne serait égale à 20 km/h. Mais si tel était le cas, en allant de A vers B, puis de B vers A avec cette vitesse, il mettrait autant de temps qu'avec les vitesses réelles, c'est-à-dire 1 heure et 20 minutes. Or, en parcourant 20 km en tout avec une vitesse de 20 km/h, il mettrait 1 heure et non 1h20. Il y a comme qui dirait une couille dans le potage. Et c'est peut-être parce que ton calcul est faux, Ernesto. Mais c'est bien fait pour ta gueule, car t'as pas pris en compte ma définition. Chercher la vitesse moyenne revient à chercher la vitesse V, telle que, en roulant à cette vitesse de A vers B, puis de B vers A, il mettrait autant de temps, c'est-à-dire 1 heure et 20 minutes. Ainsi, d'après la formule vitesse égale distance divisée par le temps, on trouve que V est égal à 20 divisé par 4 tiers, c'est-à-dire 15 km/h.
Bon, maintenant, si on regarde un cas général, trouver la vitesse moyenne de deux vitesses V1 et V2 sur un aller-retour, c'est trouver la vitesse V telle que V égale 2D sur T1 plus T2, où T1 et T2 sont les temps respectifs pour faire l'aller et le retour. Autrement dit, V égale 2D sur D sur V1 plus D sur V2. Soit en simplifiant par D, V égale 2 sur 1 sur V1 plus 1 sur V2. Et bien cette valeur, c'est ce que l'on appelle la moyenne harmonique de V1 et V2. Et dans un cas général, on définit la moyenne harmonique de n valeurs x1, x2, etc. jusqu'à xn par la valeur h égale n sur la somme des inverses des xi. Là, tu es en droit de te demander pourquoi l'avoir appelée moyenne harmonique. Eh bien, pour avoir une explication, il faut remonter à l'époque de l'école pythagoricienne, et c'est pas Pythagore lui-même qui l'a nommé ainsi, mais le loupard de l'école, Hippaste de Métaponte. Dans l'école, on étudiait la musicologie. Je rappelle que la fréquence fondamentale du son émis par une corde pincée est inversement proportionnelle à la longueur de la corde. La moyenne harmonique intervient donc dans le calcul de la longueur des cordes d'un instrument de musique, et ce, afin d'avoir un son harmonieux. Revenons maintenant à nos moyennes de vitesse. Ton œil averti a sans doute remarqué que si l'on souhaite calculer une vitesse moyenne sur deux parcours de longueur différentes, alors on ne peut plus utiliser de moyenne harmonique. On a vu tout à l'heure que V était égal à 2D sur D sur V1 plus D sur V2. Et si les distances ne sont plus les mêmes, disons D1 sur le premier trajet et D2 sur le second, alors cette égalité devient V égale D1 plus D2 sur D1 sur V1 plus D2 sur V2. On dit ici que la vitesse moyenne est la moyenne harmonique pondérée des vitesses, où les pondérations sont les distances des parcours. Dans un cas général, si on a n trajets de longueur D1, D2 jusqu'à Dn, parcourus respectivement avec des vitesses V1, V2, etc. jusqu'à Vn, alors la vitesse moyenne sur le trajet total est égale à la somme des longueurs divisée par D1 sur V1 plus D2 sur V2, etc. jusqu'à Dn sur Vn. Pour comprendre ce qu'est la moyenne géométrique, imaginons un commerçant qui augmente le prix d'un article de 13%, puis, un mois plus tard, augmente le prix de ce même article de 10%. Pour connaître le pourcentage moyen mensuel d'augmentation, il faut trouver le pourcentage P tel que, après deux augmentations successives de P%, le prix final soit le même que celui trouvé initialement. Dans notre exemple, pour trouver le prix final, rien de plus simple. On multiplie par 1 plus 13 sur 1, facteur de 1 plus 10 sur 100. Dans le cas où il y a deux augmentations successives de P%, pour trouver le prix final, on multiplie par 1 plus P sur 100 au carré. On a donc l'égalité suivante puisque les deux résultats représentent le même nombre, à savoir le prix final. Autrement dit, en prenant la racine carrée, on a cette égalité. En économie, 1 plus P sur 100 représente le coefficient multiplicateur moyen que l'on peut noter C indice M. Le coefficient multiplicateur correspondant à la première augmentation est 1 plus 13 sur 100, c'est-à-dire 1,13, et celui correspondant à la seconde augmentation est de 1,1. On voit alors que Cm est la racine carrée du produit des deux coefficients multiplicateurs. Eh bien, on dit que Cm est la moyenne géométrique des coefficients multiplicateurs. Et dans un cas général, on appellera moyenne géométrique de n valeurs x1, x2 jusqu'à xn, le nombre g qui est égal à la racine nème du produit x1, x2 jusqu'à xn. À travers notre exemple de pourcentage d'augmentation, il est aisé de voir que si un même article subit n hausses successives de coefficients multiplicateurs respectifs C1, C2 jusqu'à Cn, le coefficient multiplicateur moyen est la moyenne géométrique des CI. Si tu connais la notion de suite numérique, tu connais sans doute les suites géométriques. Et tu t'es déjà demandé pourquoi on les appelait comme ça? Rappel des faits d'abord. On dit que la suite un est géométrique de raison q si u indice n plus 1 est égal à q fois u indice n, et donc que u indice n est égal à q fois u indice n-1. Si on fait la moyenne géométrique de un et de un plus 1, on trouve racine carrée de un-1 multiplié par q carré un-1, c'est-à-dire valeur absolue de q un-1, c'est-à-dire valeur absolue de un. Ainsi, la valeur absolue de n'importe quel terme de la suite est la moyenne géométrique des termes qui l'entourent. On retrouve aussi la moyenne géométrique à un endroit plus que surprenant. Dans la vidéo sur les fractions continues, j'ai expliqué que tout nombre réel admettait un développement à fraction continue de la forme A0, A1, A2, etc. Eh bien, pour presque tous, la moyenne géométrique des AI est une constante que l'on appelle la constante de Khinchin, du nom du mathématicien russe du début du XXe siècle, Alexander Yakovlevitch Khinchin. Cette constante vaut à peu près 2,685. Alors là, j'insiste bien sur le fait que ce résultat concerne presque tous les nombres réels et pas tous. En mathématiques, presque tous signifie pour tous sauf pour un ensemble négligeable de termes, c'est-à-dire un ensemble de mesures nulles. En gros, ça marche sauf pour une infinité de nombres et comme ils sont isolés, on ne les compte pas. Alors, autant annoncer la couleur tout de suite, ce n'est pas la plus fun et la plus utilisée, mais bon, elle existe, alors j'en parle. En fait, si t'as un peu de culture mathématique, tu la connais sans peut-être connaître son nom. Sais-tu comment on calcule l'écart type d'une série statistique à une variable? On utilise la formule suivante.
où x bar représente la moyenne pondérée des n valeurs, x1, x2, etc. jusqu'à xn. Eh bien, l'écart type est en fait ce qu'on appelle la moyenne quadratique des écarts à la moyenne pondérée. On définit la moyenne quadratique de n valeurs x1, x2, etc. jusqu'à xn comme étant le nombre q qui est égal à la racine carrée de x1 au carré plus x2 au carré, etc. jusqu'à xn au carré, le tout divisé par n. Imaginons maintenant un rectangle de longueur a et de largeur b, puis un carré de côté c. On cherche à déterminer la valeur de c de sorte à ce que les diagonales du carré soient de même longueur que celle du rectangle. On sait que les diagonales du carré ont pour longueur c fois racine carrée de 2. De plus, celles du rectangle ont pour longueur racine carrée de a carré plus b carré. On veut donc que c racine de 2 soit égal à la racine carrée de a carré plus b carré, c'est-à-dire que c soit égal à la racine carrée de a carré plus b carré, le tout divisé par 2. Ainsi, c est la moyenne quadratique des dimensions du rectangle. En physique, il y a aussi moyen d'utiliser cette moyenne. Imaginons un récipient rempli d'un gaz constitué de n particules, de même masse m, mais de vitesses différentes V1, V2, etc. jusqu'à Vn. On a envie, parce qu'on était fou, de trouver la vitesse moyenne de ces particules, c'est-à-dire une vitesse telle que, si toutes les particules avaient cette vitesse, l'énergie cinétique totale serait la même qu'en l'état actuel. L'énergie cinétique est donnée par la formule E égale 1/2 de mv carré. Ainsi, pour nos n particules, on a une énergie cinétique égale à E, qui est égale à 1/2 de m, facteur de V1 au carré, plus V2 au carré, etc. jusqu'à Vn au carré. Et si les n particules avaient une même vitesse V, l'énergie cinétique serait égale à E, qui est égale à 1/2 de m fois nv carré. On arrive alors à l'égalité suivante, c'est-à-dire, après simplification, V1 carré plus V2 carré, etc. jusqu'à Vn carré égale nv carré, ou encore V égale racine carrée de V1 carré plus V2 carré, etc. jusqu'à Vn carré, le tout sur 2. Tu la vois là, la moyenne quadratique? Et là, je t'entends d'ici, tu te dis, ouais, mais si les particules n'ont pas la même masse. Eh bien, disons que la particule de vitesse VI est dotée d'une masse MI. D'après les calculs faits précédemment, on peut aisément dire que V est égal à la racine carrée de M1 V1 carré plus M2 V2 carré, etc. jusqu'à Mn Vn carré, le tout divisé par la somme des MI. On dit alors que V est la vitesse quadratique pondérée des vitesses V1, V2, etc. jusqu'à Vn. À partir de maintenant, Gaëtan, prépare-toi au décollage. On va considérer deux nombres a et b strictement positifs, tels que b soit plus petit que a, et on va définir les suites an et bn par les relations qui s'écrivent à l'écran. On voit que les premiers termes des suites a et b sont a0 égale a et b0 égale b, et que a indice n plus 1 est la moyenne arithmétique de an et bn, alors que b indice n plus 1 est la moyenne géométrique de an et bn. On peut facilement démontrer, par exemple par récurrence, que pour tout entier naturel n, 0 est strictement plus petit que b, qui est plus petit que bn, qui est plus petit que bn plus 1, qui est plus petit que n plus 1, qui est plus petit que an, qui est lui-même plus petit que a. Et donc que les suites an et bn convergent vers les limites respectives L indice a et L indice b, telles que L indice b soit plus petit ou égal que L indice a. De plus, la limite quand n tend vers plus l'infini de an plus bn sur 2 est égale à L indice a plus L indice b sur 2, qui est aussi égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de a indice n plus 1, c'est-à-dire LA, d'où l'égalité LA égale LB. On vient donc de démontrer que les deux suites convergent vers une même limite. Et bien, cette limite, on l'appelle la moyenne arithmético-géométrique des nombres a et b du début. On la note très souvent m entre parenthèses a virgule b. De plus, comme on a l'encadrement suivant, la convergence est quadratique, c'est-à-dire qu'elle est plutôt rapide. La formule de Gauss nous dit alors que l'inverse de la moyenne arithmético-géométrique est égale à l'intégrale suivante, ou encore à l'intégrale elliptique suivante en effectuant un changement de variable t égale b tangente θ. Cette dernière égalité est très importante car dans la mesure où la convergence vers la moyenne arithmético-géométrique est quadratique, donc assez rapide, on peut calculer une valeur approchée de l'intégrale elliptique assez rapidement et avec une grande précision, ce qui a des applications en cryptographie par exemple. Un résultat plutôt mignon est le théorème de Brent-Salamin qui dit que si A0 égale 1 et B0 égale racine de 2 sur 2, en posant pour tout entier naturel n, Cn égale racine carrée de n carré moins bn carré, on a l'égalité suivante où la convergence est quadratique. Bon, je vais m'arrêter là concernant la moyenne arithmético-géométrique, mais il y a énormément de choses à dire dessus vu qu'elle fait intervenir les intégrales elliptiques et par suite les fonctions elliptiques. Sur le même modèle que la moyenne arithmético-géométrique, on peut définir une moyenne géométrico-harmonique, arithmético-harmonique ou arithmético-géométrico-harmonique. Mais à mes yeux, ces dernières ont bien moins d'intérêt que celles dont on vient de parler, puisque sans réelle application concrète à ma connaissance. Cela dit, ce n'est pas parce que je n'en connais pas qu'elles n'existent pas, donc si tu connais des applications intéressantes à ces dernières moyennes, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Voilà, j'ai maintenant terminé mon blabla, Ali.